C'est parti pour un nouvel épisode de Joli Papa, le podcast. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. J'espère que tu as aimé la dernière interview. Dans ces épisodes, on va alterner entre des épisodes solo dans lesquels je peux développer des thématiques. D'ailleurs, si tu as des sujets que tu voudrais que je traite, n'hésite pas à me les envoyer par message. C'est sur Insta, Joli Papa Podcast. Et puis, il y a d'autres épisodes où là, je suis avec d'autres jolis papas pour partager les expériences. Et c'est pareil, si tu veux venir me partager ton expérience, n'hésite pas à m'envoyer des messages. Juste avant de commencer, je lisais un article qui révélait que 64% des beaux-pères déclarent vivre en permanence avec leurs beaux-enfants contre seulement 18% des belles-mères. Et donc en fait, cette situation de cohabitation plus fréquente chez les hommes va engendrer des défis particuliers pour les beaux-pères, notamment en termes d'adaptation à la vie quotidienne avec les enfants, puisque voilà, quand tu fais partie de leur univers, il y a cette vie quotidienne, c'est pas pareil que si on se voit juste le week-end. Et parmi ces sujets, dans les difficultés en fait sur lesquelles les beaux-pères avaient du mal à se positionner, il y avait l'aide aux devoirs en numéro 1 et il y avait l'habillement des enfants. Alors pour l'aide aux devoirs, ça va. Pour l'habillement des enfants, je ne sais pas si tu as prévu de te transformer en Vinti première classe, mais il faudra peut-être y penser, du coup, si tu es joli papa. Moi, personnellement, pour ce qui est des vêtements, j'ai la fâcheuse tendance d'habiller les enfants à l'envers. Voilà, j'inverse le pied droit et le pied gauche. Le pantalon, bien souvent, ou le legging, il est mis à l'envers. Bon, c'est devenu une petite blague avec les enfants. Ils vérifient du coup maintenant et c'est cool parce que ça commence à les autonomiser. Alors c'est pas le thème du jour, on en parlera peut-être une prochaine fois. Le thème du jour, c'est la loyauté. La loyauté dans une famille recomposée et on va partir tout de suite. Alors le sujet de la loyauté, c'est un sujet qui est dans le top 10 des difficultés des familles recomposées. Et en tant que joli papa, il y a forcément un moment de ta vie où tu vas être confronté à ce sujet. Et d'ailleurs, on va voir que cette loyauté, elle peut aller dans plein de sens. Elle peut être la loyauté des enfants vis-à-vis de leurs parents biologiques, mais ça peut être aussi la loyauté d'un papa, d'un joli papa, entre, par exemple, des enfants qu'il aurait eus et des beaux enfants. Donc, on va aborder ce sujet et je voudrais commencer par nous rappeler un petit peu la définition de la loyauté et surtout son origine étymologique, parce qu'elle va nous renseigner sur pourquoi je pense aujourd'hui que ce sujet est un ancien logiciel, qu'il n'a absolument plus de raison d'être, parce que les choses sont beaucoup plus larges aujourd'hui. Donc, loyauté, ça vient du latin, comme beaucoup de mots de la langue française, et donc le latin, legalitas, donc c'est ce qui est conforme à la loi. Et donc il y a vraiment ce truc de la loi des hommes, d'accord, le juridique, ce qui est conforme à la loi. Et ça nous ramène à des questions de descendance, ça nous ramène aux questions de famille de sang. Tu sais, dans la royauté, c'était très important en fait, les enfants qui n'étaient pas du sang, du vrai sang, on les appelait les bâtards. Tu vois, c'est des enfants qui étaient conspués parce qu'on attachait une grande importance à ces familles de sang. Alors avec en plus du coup là-dedans les problèmes de consanguinité que ça a pu créer à un moment dans les familles royales, parce que du coup ils se mélangeaient plus assez parce qu'ils étaient tellement attachés au fait que ça soit des familles de sang. Mais aujourd'hui, ça c'est dépassé, déjà parce qu'on n'est plus dans un système de noblesse où ton père hérite d'un titre, le duc de machin, et donc si tu es son enfant biologique, tu es le digne légataire, etc. Bon, ça a un peu disparu, d'accord ? En tout cas, dans nos sociétés européennes, ça fonctionne plus comme ça. Et quand je prends, par exemple, si je regarde le sujet des PMA, la procréation médicalement assistée, on a aujourd'hui plein de couples qui ont des enfants grâce, par exemple, à des dons. Et ça veut dire que, en fait, l'enfant qu'ils élèvent,
il est de leur initiative, mais génétiquement, il est plus forcément de leur sang. Ils partagent pas forcément le même ADN parce qu'à un moment, on a fait appel à des donneurs. Et donc, rien que dans ces familles non recomposées, mais qui ont recours à la PMA, par exemple, eh bien, on perd déjà cette histoire de descendance. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait se casser la tête, en tout cas s'embarrasser la vie avec ces sujets-là, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans la vision moderne de la famille et du coup des familles recomposées, bah, ça n'a plus lieu d'être. Maintenant, si cette question de loyauté n'a plus de raison d'être juridique, il y a quand même la loyauté comme un concept social, un concept émotionnel où on va entendre les gens dire bah, c'est normal, c'est quand même leur père. Et quand on dit leur père, on dit leur vrai père en fait, d'accord? Dans le sous-titre, c'est ça qu'on veut dire, ou c'est leur vrai, c'est leur mère, donc leur mère biologique. Et on voit bien que dans ce climat-là, les enfants, en tout cas moi je l'ai constaté personnellement, c'est que les enfants au début ne se comportent pas de la même manière. Et ça m'avait vraiment fait halluciner et en même temps amuser parce que je porte ce regard aussi un petit peu voilà, de coach, donc j'arrive à prendre certaines fois de la distance avec des situations que je peux vivre. Mais c'est intéressant de voir les enfants, ou à l'école, tu vois, quand tu emmènes les enfants à l'école, de voir que Heu, quand le beau-parent les dépose à l'école et qu'il y a pas la présence du parent biologique, ça va être, câlin, bisous et cetera. Mais si c'est en présence, par exemple, du père biologique, bon, ça sera un petit signe de la main. Et donc l'enfant, du coup, se comporte différemment parce qu'il sent à un moment, il sent que, ben, il a cette loyauté qu'il doit à son parent biologique et que du coup, bon, petit signe de la main, quoi, tu vois? C'est parce que le câlin, il pense devoir le réserver pour le parent biologique. Ou par exemple, des situations où j'entends: «Ah, tu m'as tellement manqué» ou alors: «Ah, tu vas me manquer», mais ça, c'est dit à huis clos et presque l'enfant, tu as l'impression qu'il se force à le dire, comme si tu étais, redevable d'un amour alors qu'en vrai, bon, ils manquent pas forcément. Ils sont contents de retrouver, l'autre parent, le parent ou le beau-parent, mais il y a pas forcément cette notion de manque quand ils sont pas avec. Mais j'ai bien vu à certaines reprises que, il y avait un peu cette obligation de: «Ah tu sais, tu m'as vraiment beaucoup manqué». Bon, alors que c'est pas obligatoire en fait, je veux dire, si évidemment, si l'enfant a un manque à un moment et a envie d'appeler le parent, on peut l'appeler. Mais je veux dire, je vois bien que cet aquarium social, et émotionnel par l'entourage, eh bien, fait que les enfants vont, avoir ces signes d'une loyauté qu'ils redevraient à leurs parents biologiques. Et j'ai surpris une fois une conversation comme ça entre les 2 et c'était de dire: «Mais est-ce que papa, il te manque?» Donc il parle du parent biologique et puis l'autre enfant de répondre: «Bah non, il peut pas me manquer puisqu'en fait ça fait que un dodo qu'on ne l'a pas vu». Et donc en fait, il y avait une sorte de logique de dire: «Bon, c'est quand ça fait que un dodo, il doit pas me manquer, mais par contre, si ça fait 3 dodos, il me manque». Et l'autre de répondre: «Bah moi, il me manque quand même», par exemple. C'était vraiment mignon de voir ça, l'un des enfants s'exprimer en disant: «Bah ouais, quand même, quand je le vois pas, papa, il me manque». Même si ça fait que 1 jour. Donc ce sujet-là, ça nous montre bien qu'on a, cette origine, hein, d'accord, de la loyauté qui nous est, voilà, qui nous est héritée, à travers les âges. Et ce truc-là, il est quand même bien resté, je trouve moi, dans les familles, dans les concepts sociaux, dans les écoles, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça et je pense qu'on peut faire bien mieux que cela. En réalité, l'erreur, pour moi, l'erreur, elle est basée sur le fait que on verrait l'amour comme un jeu fini. Et donc, je veux te reparler de ce sujet-là dont j'ai déjà parlé en story, la question de jeu fini et de jeu infini. Donc, c'est les jeux comme jouer à un jeu. La vie est un jeu, donc profitons-en. La différence, c'est quoi? Si je partage un bout de gâteau avec toi, eh bien, tu vas avoir, la moitié de la tarte, par exemple, et moi, il me reste la moitié de la tarte. Donc, toi, tu as gagné la moitié d'une tarte, moi, j'ai perdu la moitié d'une tarte, d'accord? Donc là, c'est un jeu, il y a un gagnant, il y a un perdant.
Et les 2 moitiés de la tarte, bah, ça fait toujours qu'une seule tarte, d'accord? Donc là, on est dans un jeu fini. À l'inverse, un jeu infini, c'est par exemple ce qu'on a dans l'éducation. Je t'enseigne quelque chose. Toi, tu as gagné du savoir, mais moi, j'ai pas perdu ce savoir. Je l'ai toujours, tu vois? Donc ça se cumule. Donc là, déjà, on est dans un jeu infini. En plus, si jamais, par exemple, tu m'as rémunéré pour avoir ce savoir, moi, j'y ai gagné au-delà de la satisfaction de te transmettre une nouvelle connaissance, j'ai aussi gagné de l'argent. Et toi, tu as gagné la satisfaction d'apprendre de nouvelles choses et tu as gagné un nouveau savoir. Et en fait, tout le monde a gagné, d'accord? Et en fait, on n'a pas perdu. On se retrouve pas avec moins qu'avant. Donc ça, c'est vraiment hyper important de voir que ce qui peut limiter en fait, enfin ce qui rend cette question de loyauté peut-être difficile et pour moi dépassée, c'est de voir ça comme un jeu fini. C'est-à-dire que ah ben à partir du moment où j'aime mon beau-père, alors ça veut dire que il me reste plus assez d'amour pour mon père biologique. Tu vois? Là, je suis dans un jeu fini. Si par contre je me mets dans un jeu infini, je peux tout autant aimer mon beau-père sincèrement et je peux tout autant aimer mon père biologique sincèrement. D'accord? On perd pas, ça se cumule, ça s'additionne. Idem, si je suis papa et joli papa, eh bien, si j'aime mes beaux enfants, j'ai pas à me sentir coupable vis-à-vis de mes enfants biologiques parce que je les aime pas moins pour autant. Et en fait, cette culpabilité qu'il peut y avoir, parce que c'est ça en fait qui est sous-jacent derrière les conflits de loyauté, c'est cette culpabilité, c'est-à-dire l'enfant qui va se sentir coupable vis-à-vis du parent biologique, d'aimer aussi son beau-parent. Et idem pour un parent qui pourrait se sentir coupable d'aimer ses beaux-enfants parce qu'il pourrait avoir l'impression que du coup, il lui resterait moins d'amour pour ses enfants. Mais c'est pas le cas. À partir du moment où tu vois l'amour et les relations familiales comme un jeu infini, d'accord, qui ne dessert pas, qui ne se soustrait pas, comme la part de tarte où tout d'un coup je me soustrais, je perds la moitié de la tarte parce que je l'ai partagée, ben là, ça va tout changer. Et donc du coup, ce sujet de loyauté, on va pouvoir le voir complètement différemment parce que d'une part, je ne suis pas contraire à la loi, d'accord, ça c'était les anciens modèles, mais en plus, je ne perds rien et je ne pique rien à personne en fait. Et comment on va pouvoir avancer du coup là-dedans à partir du moment où on arrive à voir la chose comme un jeu complètement infini, ben, l'idée ça va être de faire quoi? Ça va être de décloisonner les relations familiales. Ça va vraiment être important. Pourquoi? Parce que ça va permettre, et moi je l'ai vu du coup de ma propre expérience, comment entre le moment où je suis arrivé en créant cette famille recomposée et aujourd'hui, et donc où j'observais vraiment des conflits de loyauté pour les enfants, j'ai vu comment en décloisonnant, ça permettait de réduire, voire jusqu'à quasiment supprimer les conflits de loyauté. Si je cloisonne, d'accord, je vais créer de l'opposition. Donc si je cloisonne, c'est-à-dire ce qui se passe chez ton père, ça se passe chez ton père, ce qui se passe chez nous, ça se passe chez nous, je cloisonne, d'accord, je rends étanche, et donc ça veut dire que là, quelque part, je laisse penser à l'enfant que c'est pas pareil, quoi, d'accord, il y a deux mondes. Et donc là-dedans, qu'est-ce que l'enfant risque de se construire? Il risque de se construire le monde chez mon vrai père, mon père biologique, et puis le monde chez mon père, mais c'est pas mon père, quoi. À l'inverse, si je décloisonne, d'accord, au lieu de créer de l'opposition, je vais créer de l'unité. Je vais créer du rassemblement. Et donc ça va faire la différence. Ça veut dire que si un enfant, par exemple, il parle de son amour ou qu'il parle d'un manque, je ne veux pas le nier, au contraire, je vais le reconnaître, d'accord? Je vais reconnaître de dire: «Ah, ben oui, là, voilà, ça fait 15 jours que tu es avec nous en vacances, ton papa, il te manque. Ben oui, je le comprends bien, c'est bien normal. Est-ce que tu voudrais qu'on l'appelle?» D'accord? Et là, je décloisonne en faisant ça. C'est-à-dire que je dis pas: «Bon, de toute façon, là, c'est les 15 jours avec nous, ton père, tu pourras bien le voir, les 15 jours d'après, quoi, ou bien tu l'as eu les 15 jours avant», tu vois? Ça, c'est cloisonner. Donc je veux absolument pas cloisonner. Je veux pas opposer les choses. Au contraire, je veux les intégrer. Je veux les réunir parce que l'enfant, en fait,
il est le seul qui est au centre de tout ça. C'est-à-dire que l'enfant, il se balade, quand il repart chez son père biologique, nous, on n'est pas avec lui, on ne le suit pas là-dedans. Quand il vient chez nous, son père biologique ne le fait pas. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est de voir que souvent les enfants proposent, par exemple s'ils fêtent leur anniversaire chez leur père biologique, de dire «Ah ben, j'aimerais bien que tu sois là, comme ça on le fêterait tous ensemble». Souvent les enfants ont ces remarques-là. Alors, évidemment, je te partage ça s'il n'y a pas chez l'enfant de phénomène de «je renie». Tu vois, il peut y avoir, par exemple, je l'ai eu dans des personnes que j'ai interviewées, où les enfants ont pas renié, mais c'est-à-dire que si, par exemple, ils avaient un père violent, un père qui leur faisait subir des situations de violence, et s'ils arrivent dans un cadre de sécurité, ils n'ont pas forcément envie de retourner vers de la violence, parce que à ce moment-là, leur figure parentale leur représenterait ça. Hein, donc là, moi, je te parle d'une situation, mais si toi-même d'ailleurs tu vis cette situation où il y a de la violence, où il y a, n'hésite pas à venir m'en parler sur Insta, hein, en message, pour faire grandir aussi les idées de ce podcast. Donc moi, je te parle d'une situation où les enfants, voilà, ne sont pas en opposition avec le parent biologique, mais voilà, ils vivent la situation où ils vivent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Donc, la reconnaissance en fait de toutes les figures parentales, ça va être quelque chose d'important. Ça va nous aider à décloisonner, d'accord? Il n'y a pas un côté qui est mieux qu'un autre. C'est deux choses, d'accord? C'est deux choses qui s'additionnent et c'est pas deux choses qui se soustraient. C'est pas je sais pas, un des parents fait super bien à manger et puis toi t'as pas le temps de faire à manger. Bon, c'est pas moins bien, c'est différent. Si t'as pas le temps de faire à manger, c'est qu'il y a peut-être d'autres choses que tu proposes. Si par exemple, il y a l'un des parents qui adore faire du sport et l'autre et le beau-parent par exemple pas, ou l'inverse, c'est pas ah bah oui, alors quand t'es chez l'autre, du coup tu fais pas de sport, c'est dommage, tu prends pas en main ta santé. Non, attends, c'est l'inverse, c'est-à-dire que de base, il y a pas de sport et le fait par exemple d'être à ton contact parce que toi t'aimes faire du sport, cool. Pendant ces périodes-là, l'enfant, il fait du sport, d'accord? Mais c'est un jeu infini, c'est pas quelque chose qui se soustrait. Hem, une idée aussi, ça va être de nommer. À partir du moment où je nomme, ça va changer les choses parce que j'ai vu des situations où l'autre, donc soit le père biologique ou soit le beau-père, c'était un peu Voldemort. Tu sais, si tu as lu Harry Potter, Voldemort, c'est celui dont on ne doit pas citer le nom. On ne doit pas prononcer le nom, tu sais, sinon c'est le tabou, quoi. Sinon on s'attire les foudres. Et j'ai vu, en fait, je vois des situations où c'est comme ça, où tout d'un coup, attends, il y a un enfant là, il a raconté une anecdote. Oui, mais avec papa, on avait fait. Et là, tout d'un coup, il y a tout le monde qui se tait, c'est le repas de famille là. C'est l'inverse, d'accord? Tu peux faire l'inverse. Tu peux nommer et dire avec les enfants, tiens, alors vous avez fait quoi cette semaine avec papa? Ok, vous êtes amusés comment? Ah super. Et donc pour les vacances, eh bien vous partez, vous faites un voyage. Ah excellent. Et de partager ça plutôt que de nier ou de faire comme si cette partie n'existait pas, ce qui du coup va donner des signaux à l'enfant de oulala, non, il faut pas, non, il faut pas en parler. Si tu nommes, d'accord, nommer le père, nommer le beau-père, ça va vraiment aider. Et encore une fois, on ne veut pas opposer. Je veux dire, si les pratiques de vie sont différentes, je te donne un exemple. Chez nous, il n'y a pas d'écran. Les enfants n'ont pas accès à une télévision. Ils n'ont pas accès à une console de jeu. Le seul moment où ils ont accès à un écran, c'est pour faire des cours de langue. Et c'est encadré. Mais on va pas opposer de dire de toute façon la télé c'est nul, donc si chez ton père tu regardes la télé, c'est n'importe quoi. Après, on peut avoir un autre avis sur le principe d'éducation, mais moi je préfère à l'inverse, échanger avec eux en disant alors, est-ce que tu as découvert des nouveaux dessins animés? Raconte-moi, et le personnage il est comment? Et de les faire parler et de voir que je cherche pas à opposer les choses, je cherche plutôt à les réunir. Et ça crée beaucoup de sécurité pour les enfants parce que ça évite de se retrouver entre deux chaises où tout d'un coup, il faut qu'ils deviennent des caméléons de quand je suis dans une des familles, je dois me comporter comme ça et je dois dire que j'aime telle et telle chose et peut-être même faire croire que c'est vous mes parents préférés, et quand je suis de l'autre côté, pareil, caméléon, etc. Alors on le voit souvent dans les enfants de familles séparées, qui ont donc
été habitués comme ça à vivre dans 2 familles, on voit du coup souvent cet aspect, caméléon et donc c'est des gens après qui vont développer ce type de compétences sociales. Mais vraiment, si tu arrives à créer, hem, ce décloisonnement, d'accord? C'est vraiment l'anti-opposition, rassembler les choses, décloisonner les choses, alors, ça va vraiment aider par rapport au sujet de la loyauté, c'est clair. Alors, là, on a pas mal avancé. Ce que je te propose, on va se faire une petite pause, juste le temps que je prenne, une petite gorgée. On va parler après de, comment on peut travailler autour de la place et puis les conflits, les défis pardon, les défis que peuvent, apporter les conflits de loyauté et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, je t'en parlais dans un précédent épisode, le fait que ta place en tant que joli papa, elle n'existe pas, d'accord? C'est une nouvelle place qu'il va falloir créer, qu'il va falloir designer sur mesure et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, tu vas pouvoir être moteur là-dedans, de te créer ton propre espace, de te créer, tes propres routines, tes propres jeux et une nouvelle du coup, une nouvelle place dans la dynamique familiale. Il faut comprendre que chaque membre de la famille, et notamment dans une famille recomposée, peut créer sa place unique, mais sans remplacer une autre place. Et ça va être important parce que si j'en reviens à cette question de loyauté avec je dois être conforme à la loi, je dois être du sang du roi, de la famille royale, d'accord? Quand je suis le fils du roi, je dois être de son sang. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit lorsque, par exemple, on a, tu sais, à un moment, quelqu'un qui a cherché à la mort du roi, qui a cherché à prendre son trône alors qu'il n'était pas de son sang, eh bien qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un usurpateur. Et ça vient du fait que c'est quelqu'un qui a voulu prendre la place de l'autre. Et donc je t'invite vraiment pas à faire ça, à rechercher à prendre la place du père si tu es beau-père, parce que ça va créer du syndrome de l'imposteur, ça va créer du coup de la friction, du conflit, de la compétition et ça va créer chez les enfants, ça risque vraiment d'activer ce conflit de loyauté parce que finalement, quelqu'un ça ressemble presque, tu vois, à leur père, ça en a presque les mêmes formes, mais c'est quand même pas pareil et donc ça crée de la confusion. Donc vraiment l'idée, c'est de se créer une place unique, une place bien à toi une place qui te ressemble en fait, qui soit fidèle à qui tu es, parce que je pense que les enfants t'aimeront beaucoup plus pour qui tu es avec tes qualités et tes défauts, plutôt que l'inverse. Je te donnais un exemple, j'habille les enfants à l'envers, alors vraiment je fais pas exprès, hein, mais c'est-à-dire que je sais pas, ça doit être une sorte de dyslexie de l'habillement, et donc systématiquement, quasiment, le legging il est à l'envers, les poches elles se retrouvent devant, derrière, enfin bref, mais c'est comme ça je vais pas, pour autant, abandonner d'habiller les enfants. Bon, c'est comme ça, je suis moi, je suis comme ça et d'ailleurs, c'est une petite blague maintenant avec les enfants. Bon, tiens, je vais t'aider à t'habiller un petit peu mais sois quand même attentif parce qu'on n'est pas à l'abri que tu partes, avec le pantalon à l'envers aujourd'hui à l'école et ça crée cette petite complicité, plutôt que si je voulais, être, je sais pas, le joli papa parfait et non, avec moi, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pareil pour faire la cuisine, c'est pareil pour bricoler. Je cherche pas à prétendre, quelqu'un que je ne suis pas et donc en se faisant ça, je me crée ma place. Maintenant, ce que je voudrais te dire et je m'adresse vraiment là, spécifiquement à toi, joli papa, c'est qu'en fait, ces sujets de créer sa place et potentiellement de loyauté, ça parle surtout et beaucoup de toi, de ton propre développement, d'accord? Et c'est vraiment sur ça que j'adore échanger et pouvoir accompagner, en tant que coach, c'est à propos de toi. C'est-à-dire que si tu cherches une forme de reconnaissance dans ton rôle de joli papa, c'est cuit, d'accord? Enfin, ça va créer des ennuis, ça va créer des défis. C'est-à-dire que ce ne sont pas à tes beaux enfants de t'apporter la reconnaissance dont tu penses manquer. Hein, si par exemple tu as un défaut de reconnaissance, tu as l'impression que, je sais pas, toi-même en tant qu'enfant, tu pas eu la reconnaissance que tu voulais avec tes parents, ou dans ton travail, tu pas la reconnaissance
que tu souhaiterais avoir, ne cherche pas à nourrir ça à travers tes beaux enfants. Parce que ça serait assez, en fait, c'est assez facile, hein. Les enfants, c'est manipulable et ça serait assez facile que de vouloir leur faire dire, c'est qui le meilleur papa? C'est qui le meilleur papa du monde et tout. Enfin, tu vois? Et ça, du coup, c'est un peu nuisible, je trouve. Enfin, en tout cas, ça va pas fluidifier la relation et ça va amener une forme de compétition. C'est pareil, si tu cherches à, à assumer, à nourrir ta masculinité en te lançant dans une forme de compétition avec le père biologique, c'est pareil, ça va amener des sujets autour de la table. Même si tu t'en rends pas compte, les enfants, eux, c'est des vraies éponges. Et j'ai vu ça un coup. Enfin, on voit dans des familles, tu sais, par exemple, le père ou le beau-père le jour où sa belle-fille se marie et qui lui dit, il a donné combien à l'autre, là, pour ton mariage? Pourquoi? Bon, moi, je veux donner plus, tu vois? Et enfin, ça, c'est de la compétition, quoi, je veux dire, enfin, ça me paraît malsain. Alors, je le juge pas, hein. Si t'es là-dedans, t'es là-dedans. Je veux dire, c'est ton histoire, ça t'appartient. Ce que je te dis juste, c'est qu'il y a peut-être d'autres manières de voir les choses. Il y a peut-être d'autres manières d'explorer cette parentalité. Et je suis pas, et d'ailleurs, ça fait partie de mon éthique d'accompagnant, de coach, de ne pas être dans le jugement. Voilà. Si toi, par exemple, tu aimes la compétition et que c'est comme ça que tu construis ton image de beau-père, bon, ok, très bien, mais prenons aussi les problèmes peut-être que ça amène à côté et voyons s'il n'y a pas une autre manière de gérer les choses. Si tu attends, pareil en tant que père et beau-père, si par exemple, donc tu as des beaux enfants et tu as aussi des enfants, c'est-à-dire que vous avez décidé avec ta compagne d'avoir aussi des enfants. Donc tu te retrouves peut-être dans cette situation d'avoir un enfant que elle avait eu avant d'une précédente relation et puis un enfant que vous avez ensemble. Eh bien, si par exemple tu te mets à attendre plus de ton enfant parce que c'est ton enfant biologique que de tes beaux enfants, c'est pareil, ça va créer des choses. Et j'ai vu ça du coup une fois où c'était le père en fait, il était assez cool vis-à-vis de ses beaux enfants, mais par contre le petit dernier qui du coup était de son sang, à lui il laissait rien passer quoi. C'était parce qu'il se mettait une forme de pression de bon celui-là c'est le mien, enfin faut qu'il réussisse. Donc c'est voilà tout ça pour te dire que tout ça, c'est à propos de toi, d'accord, en tant qu'homme, en tant que joli papa. Et maintenant, si tu penses à l'enfant plus qu'à toi, tu vas pouvoir créer ce climat de liberté de parole. Si ça te gonfle d'accepter de voir que, bah oui, leur père, il y a des choses qu'il fait qui sont mieux que toi, en fait, sous certains points, ou en tout cas qui offrent des choses aux enfants. Admettons, je sais pas, que tu sois, par exemple, très casanier et que tu n'aimes pas voyager, et ils ont un père qui, lui, à l'inverse, est globe-trotter, adore voyager. Bon, tu peux lui en vouloir en disant oui, de toute façon, il les trimballe partout, et puis après ils sont fatigués, etc. Bon, ok, ça c'est la version grognon, mais tu peux aussi voir cette chance que ça crée que du coup, grâce à l'autre, il découvre aussi le monde, tu vois, et inversement. Et donc, à partir de ce moment où tu te positionnes toujours à ok, qu'est-ce qui est bon pour cet enfant, qu'est-ce qui lui permet de voir la plus grande diversité de ce qu'est la vie, tu vas créer ce climat de liberté de parole, ce climat d'aimer, de pouvoir aimer avec un et pas un ou, et ce pouvoir d'expansion. Et je parle vraiment de climat parce que c'est vraiment à travers les mots, à travers la manière de parler, à travers les regards, les enfants comprennent tout ça et ça crée un climat, tu vois, un climat de je peux parler de tout, ou un climat de attends là, il y a Voldemort là, il y a des gens qu'il faut pas citer, ça ils le ressentent vraiment. Et ce qui peut t'aider, et ça fait partie par exemple des traditions chez les bouddhistes par exemple, ou des pratiquants de la méditation, c'est d'accepter ce qui est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu co-élèves des enfants qui ne sont pas les tiens et d'accepter que, oui, ils ont aussi un père biologique et ils vont le voir. Et inversement, euh, oui, il y a ce partage du temps. C'est comme ça. Ou inversement, le père biologique
je sais pas, à baisser les bras, où il est plus là, il y a plus de contact. J'ai interviewé une personne là qui me disait ça, elle me disait: «Bah, voilà, leur père biologique, ils l'ont plus jamais revu à partir du moment où ils se sont séparés». Et ben d'accepter que c'est toi aujourd'hui, qui est du coup, la figure de père en fait et pas une figure de père partagée. Hein, une personne me partageait ça, un joli papa me disait: «Ben, c'est vrai que moi du coup, j'avais pas le père biologique qui pouvait me seconder, enfin en tout cas, à coélever à 2 papas, cet enfant. J'ai vraiment assumé ça à temps plein parce que, voilà le père en face était défaillant». Voilà et donc d'accepter ce qui est, bah, ça va quand même être beaucoup plus facile. Maintenant, je voudrais te parler, on se dirige, tranquillement vers la fin, on aura une petite partie musicale, comme j'aime bien le faire dans les épisodes solo. On se dirige tranquillement vers la fin et je voudrais te parler des défis, des conflits de loyauté parce que je voudrais pas laisser penser dans ce podcast que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est les petites fleurs et cetera et d'ailleurs, si toi-même tu vis une expérience de joli papa compliqué, où c'est galère, où c'est difficile, n'hésite pas à venir m'en parler, d'accord? J'aurais vraiment plaisir à partager avec toi, à voir si peut-être dans notre échange, ça peut t'apporter un petit peu de lumière, de clarté et puis si tu veux, partager ça aussi à travers un podcast. Alors pour l'instant, le podcast est que audio, tu vois? Donc je veux dire, ça permet de conserver aussi une forme d'anonymat. Il passera certainement en format vidéo, donc profites-en. Si toi tu préfères témoigner à huis clos, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta, Joli Papa Podcast. Donc dans les défis, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de te les lister ou en tout cas d'essayer de les voir. Il va y avoir par exemple cette peur de prendre parti. Tu vois? Les enfants, ils vont avoir peur de prendre parti parce que, sinon ils auront l'impression de trahir, l'un des 2 parents et ça, si tu mets les enfants dans cette situation où il faudrait qu'ils prennent parti, ça va être très inconfortable. Idem si tu crées ce sentiment d'obligation envers un parent spécifique, ça sera aussi inconfortable parce que les enfants ont peut-être tout autant envie de dire que, bah, en fait, là, ils ont envie de passer du temps ou ils auraient envie de passer du temps avec leur père biologique alors qu'en fait, ils sont avec toi et de prendre les choses telles qu'elles sont parce que ce sont leurs émotions. Tout comme ils peuvent aussi avoir envie à un moment de dire: «Bah, ouais, les vacances quand même, je préfère, quand c'est avec toi parce que bon, avec papa, on s'ennuie». OK, et je veux dire, il y a pas de, c'est les 2 quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on créerait un sentiment d'obligation, dire: «Bah, oui, mais bon, tu es quand même obligé d'aimer ton père biologique, c'est ton père». Bon, bah, non, l'enfant, il vit son émotion, il vit son truc. La vie, c'est pas un arrêt sur image, c'est pas un instant T, les choses, elles peuvent bouger. Ils te disent un truc une semaine, 6 mois après, c'est différent, et à l'adolescence, c'est encore pas pareil, et quand ils sont grands, ils en font encore une autre analyse. Donc l'idée, c'est vraiment de, de voir ces défis comme ben, peut-être en fait la résultante d'un climat ou la résultante de situations et de voir Comment on peut justement, déminer ces sujets-là, malgré le fait que tu le fasses tout seul de ton côté? Parce que tu as pas de pouvoir non plus sur ce que fait le père biologique, par exemple. Si toi tu es joli papa, mais tu peux donner des clés aux enfants et vraiment l'important c'est je dirais de valider les émotions et les expériences des enfants, plutôt que de les nier en disant: «Bah, non, c'est pas normal, tu devrais, toi» ou «Ça devrait être comme ça». OK, l'enfant s'il te partage un truc, l'adolescent aussi qui va se poser beaucoup de questions, qui à un moment, ben, de valider en fait ses émotions, de faire du naming, c'est-à-dire de les nommer, de l'aider à mettre des mots dessus et de comprendre comment il vit cette émotion, comment il la traverse. Ça sera beaucoup plus salvateur, je dirais, que de la nier ou d'imposer un truc qui devrait être. Tu vois? Parce que dans ce truc qui devrait être, donc la loyauté qui doit être conforme à la loi, bah, c'est ça en fait qui fout le bazar, quoi. C'est ça qui fout le bazar, alors que à l'inverse, si on enlève le «ça devrait être comme ça», d'accord? Je vais, je vais vraiment faire baisser le curseur en termes de défis de loyauté, de conflits de loyauté. Voilà, alors
On arrive gentiment à la fin de ce podcast, d'accord? Je te ferai un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et là, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on se fasse une petite pause musicale. Donc aujourd'hui, je suis accompagné du piano. Il faut juste que je fasse une petite modification de réglage sur mon micro. Ça devrait pas nous prendre longtemps. Ok. C'est un de ces jolis matins où t'étais déjà réveillé, émerveillé par tes petites mains, tout affairé à tes premiers lacets. Faut pas courir dans l'escalier. Tu te souviens, on a des voisins. Puis au moment de se séparer, tu cours vers moi pour un dernier câlin. Toi, on t'a dit que ça se fait pas. Dans la vie, y a qu'un seul papa. Comme si tu devais faire un choix de qui tu aimes ou pas. Comme si tu devais faire un choix que tu comprends pas. Au programme de la journée, la lecture et les additions. Avec tes copains à la récré, y a les parents pour conversation. La maîtresse a annoncé que la fête des papas c'est demain. Mais tu comprends pas ses yeux froncés quand tu voudrais faire un deuxième dessin. Toi, on t'a dit que ça se fait pas. Dans la vie, y a qu'un seul papa. Comme si tu devais faire un choix de qui tu aimes ou pas. Comme si tu devais faire un choix que tu comprends pas. Et voilà pour notre moment musical. Alors, si ça te plaît, si ça te dit que je termine le titre, envoie-moi un petit message et puis je terminerai le titre, son écriture et puis je le produirai avec grand plaisir. Alors, pour conclure cette émission sur la loyauté, on va se faire un petit récap, un petit résumé. Donc, on a vu que le concept de loyauté, pour moi, est quelque chose de dépassé parce qu'on n'est plus au temps des rois, on n'est plus au temps où seul avait le droit de parole celui qui était du sang, quoi. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est un héritage qui, pour moi, n'est plus valable. On a parlé aussi de jeu fini et de jeu infini, et on a vu comment l'amour est une ressource infinie. Donc, c'est pas quelque chose qui se soustrait, c'est pas parce que j'ai donné de l'amour que j'en ai perdu ou que je n'aurais plus à en donner à l'autre. On a vu également que une des clés,
c'est de décloisonner plutôt que de cloisonner, c'est de réunir plutôt que d'opposer. Et c'est vrai que, ben voilà, si on peut sortir du schéma de celui dont on ne peut citer le nom, non, la vie, tout est dans la vie des enfants, tout est là, tout le temps. Et en réalité, bien si je décloisonne, si je réunis, je vais créer beaucoup d'espace de liberté. Et puis la dernière chose, on a vu que plus tu vas pouvoir te créer ta propre place avec ton essence, avec ton authenticité, avec qui tu es, moins quelque part on te comparera comme si tu essayais de prendre la place de l'autre. Et donc du coup, il y a pas de bras de fer, il n'y a pas de compétition. On peut aimer les deux sans desservir l'un ou l'autre. Voilà, on en arrive à la fin de ce podcast. Alors si tu as aimé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Maintenant, juste un dernier petit message. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des mamans qui me contactent, d'accord? Donc des mamans qui disent, bah moi, je me suis mis en couple avec un joli papa et j'écoute ce podcast parce que bah, ça me donne de la compréhension, ça me donne tiens, une réflexion de comment lui, il peut vivre sa parentalité en tant que beau-père. Et je sais bien qu'il y a cette pudeur, voilà, chez nous, les hommes, il peut y avoir cette pudeur à partager. Donc vraiment, je t'invite pas. Joli Papa, c'est un podcast qui est là pour tout le monde dans les familles recomposées, bien sûr, mais surtout à destination des hommes. Et donc, vraiment, si tu as cœur à venir échanger sur ton parcours et pas forcément en interview, toi, je veux dire juste à huis clos entre nous. Voilà, bah, je suis une personne qui creuse le sujet et donc sens-toi libre vraiment de venir échanger ton expérience. Ça enrichira l'expérience du podcast, ça enrichira les thématiques, les sujets et du coup l'impact que ce podcast peut avoir. Voilà, on en arrive à la fin. Je t'envoie toute ma force d'homme, avec tout mon amour de joli papa. Je sais que eh ben, tu as le droit de vivre une belle, belle paternité et j'ai la certitude qu'ensemble, eh bien, on trouvera le chemin.